Laurent Geoffrin a été directeur de rédaction pour Nouvel Observateur, Libération. Vous êtes lancé ensuite en politique en créant le mouvement Les Engagés. Vous avez publié beaucoup de livres, et j'ai découvert même des romans policiers. Mai 68, Une histoire de la gauche caviar, etc. Actuellement, vous dirigez un magazine en ligne, Infojournal. Ce magazine apparaît comme une lecture précieuse, car édito après édito, presque jour le jour, on y trouve entre autres décrit, commenté un portrait politique de la France et de l'antisémitisme après le 7 octobre. Je vais faire une déclaration liminaire. Je suis de gauche, mais je ne suis pas antisémite. Je vous avoue que de ma vie, je n'aurais pas imaginé que je prononce une phrase de ce genre en exergue d'un quelconque exposé. Et si je l'ai fait, c'est parce que j'ai été obligé, dans les semaines ou les mois qui viennent de s'écouler, de ferrailler sur ce thème. C'est-à-dire sur le thème, alors c'est pas seulement des gens de droite qui me disent ça, mais vous êtes de gauche, donc vous êtes un peu antisémite quand même sur les bords. La preuve, machin, etc. Donc je voudrais mettre les choses au point. Je voudrais aussi, c'est un témoignage autant qu'un exposé, essayer de montrer comment on a pu en arriver là. Quoi. Comment on a pu arriver dans un dîner à être obligé de se défendre au fond d'être antisémite ou complice des antisémites. Aussi loin qu'ils m'en souviennent, il y avait une solidarité spontanée, organique, naturelle pour ainsi dire, entre l'engagement à gauche et la lutte contre l'antisémitisme et la défense des juifs français et leur protection, le cas échéant, quand ils étaient menacés. Je me souviens, par exemple, moi j'étais militant socialiste quand j'étais étudiant, c'était il y a bien longtemps, et c'était la 18e section du Parti socialiste. On était très fiers d'avoir dans notre section, outre le petit-fils de Léon Blum, c'est déjà pas mal, mais aussi un homme qui s'appelait Daniel Meyer, qui avait été l'ami de Léon Blum, le secrétaire général de la SFIO pendant la guerre, qui a passé 6 ans sous l'occupation à reconstituer le parti sur une ligne gaulliste, enfin, de France Libre, et ensuite qui a eu une longue carrière politique à la Ligue des droits de l'homme, à la SFIO, au PSU, etc. Donc on était très contents de coller des affiches avec lui, parce que ça nous paraissait un personnage étonnant, admirable. Et on était très contents aussi de voir que dans l'entourage de Mitterrand, il y avait des gens comme des avocats très célèbres, comme Robert Badinter, comme Georges Kiechmann, et puis des jeunes prometteurs comme Laurent Fabius ou comme Jacques Attali. Et donc, comment dire, il y avait une fusion spontanée entre ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, une sorte d'élite juive et puis le socialisme français. C'était la même chose, au fond. Et d'ailleurs, les socialistes français, dans les années, après la création de l'État d'Israël, ont participé, ont aidé le jeune État sioniste à faire ses premiers pas. Mendès France lui-même était très sioniste, Blum, etc. Donc c'était une chose naturelle et on a gardé ça, j'ai gardé ça toute ma vie pratiquement. Enfin, je l'ai gardé jusqu'à maintenant et la plupart des gens de gauche ont fait comme moi. Ça induisait des réflexes parce qu'il n'y avait pas que le Parti socialiste. Au Parti communiste aussi, il y avait Krasuki, il y avait Fitterman, enfin il y avait des personnalités. D'ailleurs, on ne parlait pas tellement de ça, ce n'était pas la question, c'était les communistes. Enfin bon, il se trouve qu'ils avaient un itinéraire particulier que vous connaissez sans doute. Et quant à l'extrême gauche, dont on parle aujourd'hui, alors là, c'était encore plus spectaculaire, parce qu'il y avait une blague qui circulait, on disait, au comité central de la Ligue communiste révolutionnaire, ils ne parlent pas yiddish, parce que Ben Saïd et séfarades, ils n'auraient pas compris. Donc, vous voyez, la fusion entre judaïsme et socialisme et communisme, trotskisme, était intime. C'était la même chose. Et on avait des réflexes. Par exemple, quand j'ai commencé à Libération, il y avait une petite tendance, comment dire, libertaire. Considérer qu'il fallait donner la parole à tout le monde, même aux pires opinions. Et alors le chef du Courrier, qui était de cette tendance, avait publié un article émanant de ce petit groupe négationniste qui s'appelait La Vieille Taupe. Certains d'entre vous connaissent ça. Bon, alors c'est un truc négationniste, les chambres à gaz n'ont pas existé, etc. C'est passé comme ça sans que personne vérifie. Le lendemain matin, Serge July a fait retirer tous les journaux des kiosques, ils coûtent très cher. Le rédacteur en chef a présenté sa démission et le responsable de la page courrier a été licencié dans l'heure.
Donc il y avait une allergie, si vous voulez. Il y avait un réflexe. De la même manière, quand plusieurs personnes ont créé SOS Racisme, c'était naturel pour Libération de soutenir. Bon, qui étaient les créateurs de SOS Racisme? Bon, il y avait un juif séfarade, Julien Drey, il y avait un antillais, Harlem Désir, et il y avait un personnage de culture musulmane, on peut dire, Malek Bouti, avec quelques autres. Donc c'était un mélange. D'ailleurs, on ne s'occupait pas de savoir qui était de quelle origine, on s'en foutait. Mais les juifs étaient là naturellement, avec les arabes et avec un antillais. Et donc, vous voyez, c'était ça la culture ambiante. Et de la même manière, quand je dirigeais l'Observateur, avec Jean Daniel, donc là aussi le lien avec le judaïsme complexe pour ce qui est de Jean Daniel, mais réel néanmoins, était naturel, avec Bénichou, avec bien d'autres qui étaient le fer de lance de la rédaction de l'Obs. On a trouvé tout naturel de publier ce manifeste qui s'appelait le manifeste contre le Munich de l'école républicaine. Alors, c'est assez ancien tout ça, hein, qui était signé par Alain Finkielkraut, Régis Debray, je crois, Elisabeth de Fontenay, et puis j'en ai oublié un, je sais plus lequel. C'est un manifeste contre le voile, en fait, contre l'autorisation du voile. Donc ultra laïque. La question s'est même pas posée, quoi. Imaginez aujourd'hui, dans un journal de gauche, de publier un manifeste comme ça, très très dur, et le rédacteur en chef dit bon, voilà, dis donc, on va peut-être adoucir un peu le texte, etc. Enfin, vous voyez à quel point les choses peuvent avoir changé. Et là, tout ça s'appuyait, et Vaillouz en a parlé, sur une longue tradition qu'on connaissait. Effectivement, au milieu du 19e siècle, à la naissance du socialisme français, ou un peu après, il y avait un très fort antisémitisme qu'on a caché, parce qu'on n'est pas non plus maso, mais il faut le dire. Donc Jules Vallès était antisémite, Proudhon, vous l'avez dit, enfin il y en avait plein. Il y avait une journaliste très connue qui s'appelait Séverine, féministe, etc., antisémite. Jaurès lui-même, au début de l'affaire, dit c'est quand même incroyable, on n'a pas, je ne sais pas si fusillé ou je sais pas quoi, ou guillotiné. Il croyait que Dreyfus était coupable, comme tout le monde. Et donc il dit mais c'est incroyable, pourquoi on l'a juste condamné à la prison? C'est pas normal. C'est la preuve du pouvoir juif en France. Signé Jaurès quand même. Et puis il s'est aperçu ensuite qu'il était innocent, et donc il a argumenté face aux autres socialistes en disant c'est pas une affaire entre bourgeois, c'est pas la question. Dreyfus emprisonné au fond de sa geôle, c'est l'essence même du malheur de l'humanité. Et à ce moment-là, la gauche, à partir de l'affaire Dreyfus, s'est identifiée à la cause juive, avec Zola, avec Clémenceau, et ça a continué ensuite. Il y avait toujours un antisémitisme, comme dirait Mélenchon, résiduel à gauche, mais il était minoritaire. On considérait que c'était pas la question. L'antisémitisme, il était à l'extrême droite. Il était chez les nationalistes, chez les royalistes, Maurras, etc. Et dans les années 30, c'était la même chose. Le Parti socialiste et ses fillots, le premier grand parti de l'histoire de France, à avoir mis un juif à sa tête, avec Léon Blum. Et donc, avec les attaques adéquates de l'extrême droite contre Blum, l'homme à fusil dans le dos, etc. Donc c'était la même chose. Après, il y a eu la résistance, pareil. Et ensuite, dans les années 50, ça a continué avec Mendes France, etc. Et quand j'ai commencé, moi, à gauche, en politique, comme militant, on était sur cette lancée. Et évidemment, sur la question d'Israël, du Proche-Orient, ça aboutissait très logiquement à dire Israël a le droit évidemment à l'existence, c'est une nation reconnue, dans des frontières sûres, et si cette nation légitime est attaquée, elle a le droit de se défendre. Évidemment, ça n'empêchait pas d'être critique à l'égard de tel aspect de la société israélienne, ou d'être extrêmement critique à l'égard de la politique menée par tel ou tel gouvernement. On n'éprouve aucune gêne à le faire, puisque on vivait sur ce socle. Mais de toute façon, nous, on défend les juifs, donc on peut bien les critiquer quand même. Enfin, pas eux, mais leur gouvernement, ceux d'Israël, en tout cas. Donc c'était ça, la nature même de la gauche. C'est ça. Et il y a un héritage, ça n'a pas disparu, je vais revenir dessus. Alors, il y a 10-15 ans, j'ai vu les choses commencer à changer. Là aussi, c'est témoignage. J'ai entendu de la part des jeunes générations, notamment des militants, des gens qui étaient d'origine militante, associative ou
groupusculaires, des petits groupuscules gauchos, dire l'universalisme, c'est un vieux truc, ça ne marche pas, regardez la situation des banlieues. Et alors, ce que je pouvais comprendre, c'est l'universalisme, il faut l'appliquer, autrement c'est un mot creux, comme on dit dans l'international. Mais il disait, mais c'est une ruse, ça ne tient pas debout, c'est idiot. D'ailleurs, vous connaissez, vous, comme si tous les hommes se ressemblaient, c'est pas vrai, ils sont très différents, ils ont droit chacun à leur identité. J'ai l'impression d'entendre Joseph de Maistre parler, pratiquement. Et donc on me disait, l'universalisme, la République, tout ça, c'est des illusions qui profitent aux dominants, aux gens qui dominent la société. Et on m'a dit aussi, parce que je faisais des éditos du journal tout le temps, sur tous les sujets. Un jour, il y a des gens qui venaient me voir et me disent, mais comment toi, un mâle blanc de plus de 50 ans, tu peux écrire sur le féminisme? Alors j'ai dit, mais attendez, pardon, je n'ai pas bien compris. Oui, mais j'écris aussi pour critiquer le gouvernement chinois. Je ne connais pas la Chine, mais j'écris quand même là-dessus. Et je les ai envoyés balader, hein, qu'est-ce que vous racontez? Et je me suis aperçu petit à petit, et ça n'a fait que s'empirer, qu'empirer après, que ces militants-là, qui étaient minoritaires, hein, mais quand même, qui avaient un certain écho, considéraient que on n'écrivait pas ce qu'on pensait, ou à partir de ce à quoi on avait réfléchi, ou de ce sur quoi on portait un jugement, mais à partir de ce qu'on était, quoi. Voilà. Et donc le verre était dans le fruit, quoi, si vous voulez. Et là, on n'était pas du tout dans les affaires d'antisémitisme, c'était une conception de la vie. On était d'une identité, et la gauche devait reconnaître l'identité, donc cette gauche identitaire commençait à émerger, à prendre le dessus, avec cette affaire d'intersectionnalité qui consiste en fait à hiérarchiser les victimes. Donc plus la peau est foncée, plus on est victime, pour la même situation. Alors, chaque fois je dis, mais attendez, c'est pas parce que quelqu'un est d'une minorité qu'il est moins coupable ou plus victime, c'est ridicule. Mais non, c'est pas ridicule, ils sont victimes par essence, donc, etc. Enfin, vous connaissez ce truc-là. Et petit à petit, la vision communautaire de la société a fini par non pas s'imposer, parce qu'il y avait une résistance, parce que en général, la hiérarchie des journaux de gauche était plutôt des boomers ou leurs successeurs immédiats. Ils disaient, mais vous êtes fous, nous on est pour la République, on est pour l'humanisme, on est pour l'universalisme, allez vous faire voir. Mais bon, les jeunes générations, ça montait. Et puis on nous a expliqué, on a lu quand même, on s'est renseigné, que la grande histoire de l'histoire de l'humanité, enfin la grande date de l'histoire de l'humanité, c'est pas 1789, c'est pas 1917 ou je ne sais quoi, c'est 1492. Alors j'ai dit, oui, mais c'est vrai, c'est important. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est très bien. Enfin, c'est très bien, façon de parler, parce qu'il a massacré tous ceux qui l'habitaient. Mais enfin bon, c'est une date, effectivement. Oui, mais vous n'avez pas compris, c'est le début de la colonisation occidentale, et donc l'histoire du monde est partagée en deux. Avant 1492 et après, on passe du jour à la nuit, en quelque sorte. Et puis, ça divise la planète en deux zones. La zone des pays colonisateurs et la zone des pays colonisés. Et cette manière de voir s'applique à la France. Alors, il s'applique à la France, on a colonisé dans le temps, mais enfin c'est quand même, on a fini, on est sorti. Et toute la gauche, pas toute, enfin une grande partie de la gauche s'est battue contre la colonisation. Donc, il pas nous raconter qu'on est en train de faire la même chose. Si. Alors c'était l'époque de l'émergence de Ouria Boutelja et des indigènes de la République, et puis d'autres, puis des intellectuels de toute nationalité, sud-américains, états-uniens, anglais, etc., qui expliquaient qu'on était dans une société divisée entre colonisateurs et colonisés, qu'il y avait un concept nouveau, c'était la colonialité. En fait, la colonialité, ça veut dire, certes, les colonies sont finies, mais elles ne sont pas finies. Enfin, en gros, c'est ça. Et donc, elles existent toujours. On est toujours des colonisateurs, et tous ceux qui ont la peau un peu plus foncée que nous sont décolonisés. Ça a conduit parfois quelques erreurs de stratégie politique, mais enfin, c'était ça qu'on nous expliquait. Et ça montait en puissance. Et puis, évidemment, de fil en aiguille, à la fois par la fréquentation des associations musulmanes, donc de colonisés, de racisés, etc. Et puis par le fait qu'il y avait les dominants d'un côté, les blancs,
dominés de l'autre, les racisés. Et donc on mettait, parce qu'il y avait une question, c'est les juifs, on les met où? Alors nous, on avait plutôt tendance à dire que sur le moyen terme, en tout cas, ils étaient plutôt parmi les victimes, quoi. Il y avait quand même 6 millions de morts, ça faisait quand même pas mal comme victimes. Mais non, parce que maintenant, ils sont blancs. Donc, ils sont du côté des dominants. Et comme ils sont du côté des dominants, ben, il faut les combattre. Alors, il ne faut pas combattre les gens à cause de leur religion. Non, ce n'est pas la religion, ils sont dominants, c'est leur position sociale qui fait qu'on les combat. Mais alors on dit, mais oui, mais d'accord, mais ça c'est ce qu'on faisait avec les bourgeois. On disait, vous avez le capital, donc on vous combat. Eux, ils ont le capital ou ils ne l'ont pas, ça dépend, ça ne veut rien dire. Il y a toutes sortes de juifs, forcément. Mais non, parce que c'est l'identité qui compte. Et l'identité, ils sont liés à Israël. Israël est un pays colonisateur, donc on est contre. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à dire, bah, l'essence même de la colonialité, c'est la création toute récente, disent-ils, hein, de l'État d'Israël qui s'est installé par la force dans un pays qui appartenait à d'autres. Alors on disait, mais non, il y a eu une décision de droit international, c'est reconnu par pratiquement toutes les nations de la Terre, c'est un pays comme un autre maintenant. On peut discuter sur les origines, enfin maintenant c'est un pays comme un autre. Oui, mais ils colonisent, les Palestiniens ont droit au retour. Bon, bref, vous connaissez ça par cœur. Et on en arrive là. Donc par ce long cheminement qui a duré 20 ans, on en est maintenant à dire on est de gauche, mais on n'est pas antisémite, parce qu'effectivement, une partie, moi je ne dirais pas de la gauche, une partie de l'extrême gauche a adopté toutes ces thèses décoloniales qui conduisent immanquablement à l'intolérance ethnique et donc à l'antisémitisme. Donc cette affaire est éminemment dangereuse et nuisible, quoi. Et il faut se battre contre elle. Ce qu'on essaye de faire, c'est là où je voudrais en venir à un point particulier, c'est que la bataille n'est pas du tout perdue. D'abord parce qu'on a l'impression que toute l'université, c'est ce que disait Eva Illouz, l'antisémitisme des campus, on a l'impression que tous les étudiants américains, tous les étudiants de Sciences Po à Paris, tous les étudiants de Nanterre ou de je ne sais où, ils sont tous déchaînés sur la mentalité décoloniale. C'est pas vrai. Ce sont des minorités. On a connu ça par cœur, nous, les boomers. Hein, Nanterre, la rouge. Oui, à Nanterre, il y avait beaucoup de gauchistes, c'est vrai. Mais la plupart des étudiants de Nanterre n'étaient pas du tout gauchistes. D'ailleurs, ils ont tous voté en 68 pour le général de Gaulle, pas pour la gauche. Hein. Et en fait, ces affaires-là étaient agitées par des groupes minoritaires. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup, alors ça dépend des secteurs des sciences sociales ou humaines, il y a des secteurs qui sont très très contaminés, si je puis dire, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et surtout, il y a depuis 10 ans, j'en ai lu plusieurs, je ne peux pas vous les citer, mais c'est facile à retrouver, des bouquins d'excellente qualité qui ont été faits pour réfuter toutes ces thèses. Écrits non pas par des gens de la droite ou qui sont abonnés à Valeurs Actuelles, hein, des intellectuels américains, anglais, hollandais, allemands, etc., qui expliquent que l'idéologie décoloniale ne tient pas debout. Et ils expliquent ça de manière très claire sur 300 pages. Il y en a un que je connais bien qui s'appelle Marc Lilla aux États-Unis. C'est un républicain au sens français du terme, un universaliste, et il explique pourquoi les autres se trompent. Et il y a Chamung qui vient de faire un bouquin de la même eau, etc. Il y en a plein. Donc en fait, il y a des gens qui se battent, y compris à l'université, qui n'est pas entièrement, comme on dit au Figaro, ou wokisé. C'est pas vrai ça. Ce sont des minorités extrêmement actives, extrêmement bruyantes, mais elles n'ont pas encore gagné, et la résistance s'organise. Voilà, on peut dire ça. Et deuxièmement, dans le champ politique, là je m'insurge, parce que c'est quand même très vexant, quand on dit Mélenchon fait une déclaration, et dans les journaux on lit « la gauche pense que ». Mais non, c'est Mélenchon. Mélenchon, c'est 10% de l'électorat français en temps normal, quoi. À 2 présidentielles, il est monté nettement au-dessus à cause des circonstances, à cause de la faiblesse des socialistes notamment. Et donc les gens de gauche se sont ralliés vers lui au 2e tour parce qu'il fallait faire un score pour la gauche. Mais en fait, c'est une force militante, une force médiatique très grande, avec un grand talent oratoire, avec beaucoup de militants très très agressifs. Mais ils font 10%, c'est pas non plus, c'est pas la montée du nazisme, hein, c'est 10%. Bon.
Et à la dernière élection nationale, sans report, sur un seul tour, les élections européennes, bon, Glucksmann, il a fait 14, et comment elle s'appelle, enfin, la jeune femme Manon Aubry, elle a fait 9,5 ou 10, je sais plus. Bon, donc on est devant, si je peux dire. On est quand même devant à gauche. Donc quand on me dit la gauche a viré des coloniales, non, il y a une gauche qui existe toujours. D'accord, elle a pris des coups sur la tête, d'accord, elle est pas assez audible, d'accord, elle n'a pas, comme on dit, l'incarnation idéale, c'est possible. Mais numériquement, en tout cas, elle existe. Dans l'électorat, elle existe. Et il est faux de dire que les décoloniaux, les intersectionnels, c'est la gauche. C'est pas vrai. C'est une secte qui a pris beaucoup d'importance, mais une secte qui a dérivé de la gauche, quoi, qui est une dérivation, un canal de dérivation, et qu'on peut combattre plus facilement qu'on ne croit, parce que leurs affaires, en fait, ne tiennent pas debout. Dès qu'on se plonge dedans, on dit, mais ça ne tient pas debout ce qu'ils racontent. Et les trucs qui ne tiennent pas debout finissent toujours par s'effondrer. Parfois, ça prend du temps. Et j'en termine par répondre à une question que vous allez me poser, j'imagine, ou me poser déjà. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas rompu avec les filles, quoi? Qu'est-ce que vous foutez avec ces gens-là? Bonne question. C'est une bonne question. Moralement, on devrait le faire. D'ailleurs, les socialistes ont la tentation de le faire tout le temps. Ou les sociodémocrates, ou les gens de gauche qui sont ni socialistes, ni autre chose, ils disent, bon, c'est pas possible, ils sont impossibles. Ils ont des candidats antisémites, c'est quand même gonflé. Ils ont un langage éminemment louche. Ils s'appuient sur des communautés, sur des groupes limite islamistes. Quand je dis limite, je suis poli. Et donc, ça, on ne peut pas, quoi. En plus, ils ont des méthodes horribles. Mais il faut réfléchir à une chose. Je ne dis pas que j'ai raison, mais j'explique pourquoi ça ne se produit pas. Ou pas comme certains d'entre nous ou d'entre vous le souhaiteraient. C'est une affaire politique. Si le courant gauche démocratique, au sens large, socialiste et autres, se débarrasse des LFI, bon débarras, on sera plus tranquille. Mais avec qui on va s'allier? Parce que tout seul, de toute façon, on ne peut pas gagner. Parce que évidemment, le but des partis politiques, c'est de gagner. Et donc, il faut qu'on se quitte la gauche. C'est ça le problème. Ou alors, il faut prétendre l'incarner à nous tout seuls. Mais en fait, dans les alliances, dans la stratégie d'alliance, il faut quitter la gauche. Il faut passer au centre. Mais oui, mais non. Parce que moi, je suis socialiste, donc je ne passerai pas au centre. Je ne passerai pas au centre. Alors, on a le droit de ne pas être socialiste, hein, évidemment, mais il faut comprendre pourquoi les gens réfléchissent comme ça. Pourquoi laisser tout l'électorat de gauche à Mélenchon? C'est habile comme manœuvre politique, ça, de faire ça? Vous croyez que c'est habile? Moi, je ne crois pas. Je peux me tromper. Je suis prêt j'entends des murmures, donc je reconnais très volontiers que je peux me tromper, mais sauf que cette réalité-là existe. En politique, il faut quand même gagner les élections à la fin des fins. En démocratie, c'est comme ça que ça marche. Et donc, il vaut mieux changer de stratégie. Il vaut mieux changer de stratégie et s'atteler, comme on commence à le faire, à reconquérir la gauche, à reconquérir la domination dans le camp de la gauche. C'est beaucoup plus malin, à mon avis. Pourquoi? Parce que c'est un électorat aussi, c'est des millions de gens, tout ça. C'est des millions de gens qu'on ne peut pas, comme on l'avait fait dans les années 50, parce qu'il y avait la guerre froide, mettre hors du jeu démocratique. Pour les intérêts même de la démocratie française, nous considérons qu'il faut reconstruire une gauche démocratique, réformiste, qui l'emporte et qui prenne le dessus intellectuellement, médiatiquement et électoralement au bout du compte sur l'ensemble de la gauche. On a déjà fait ça. Quand les socialistes sont alliés avec les communistes, il y avait les mêmes murmures. Et pour cause, vu que les communistes étaient liés à l'Union soviétique, où il y avait le goulag, où il y avait des millions de morts. C'était pas facile de s'allier avec eux. Mais il se trouve que le Parti communiste français s'était progressivement, on s'en est aperçu après, acclimaté au jeu politique français et voulait jouer un rôle national beaucoup plus qu'à l'égard de l'URSS, même s'il y avait toujours une vieille garde stalinienne. Et donc, ils ont joué le jeu. Et finalement, quand les communistes et les socialistes, avec cette alliance contre nature, c'est ce qu'on disait à l'époque, contre nature, avec cette alliance contre nature hostile aux libertés, on a aboli la peine de mort,
on a supprimé les tribunaux militaires, on a étendu le droit syndical, on a fait une réduction du temps de travail hebdomadaire, on a fait une soixantaine de réformes qui ont été utiles, en tout cas du point de vue de la gauche. Si on est de droite, on dit c'est horrible, d'accord. Mais si on est de gauche, on doit considérer que ces réformes sont utiles. Et donc, la gauche, c'est pas LFI, et on peut agir pour faire en sorte que tous ceux qui, à gauche, sont ambigus, notamment sur la question de l'antisémitisme, soient politiquement battus. On peut le faire, et je pense qu'on va y arriver. Je ne pense pas, personnellement, que, je peux me tromper, que les dirigeants, certains dirigeants de LFI soient antisémites de conviction, mais qu'ils y trouvent un intérêt. C'est un intérêt électoral, etc. Et c'est cette notion d'instrumentalisation qui, je crois, doit nous interpeller, c'est-à-dire qu'on manipule des gens sur le conflit. Or, les uns pour attiser à gauche ou à l'extrême gauche, les autres pour se blanchir. Là, je parle de l'extrême droite. En s'affirmant pro-israélien, protégeant les juifs, etc., on gagne un crédit que jusqu'à présent, l'extrême droite française, en tout cas, n'avait pas, généralement aux yeux de la communauté juive française, comme on dit. Je pense qu'il y a vraiment deux questions qui sont différentes et peut-être qu'on les représente. Un, c'est Quo vadis, la gauche, et deuxièmement, Israël et les Juifs. Moi, pour être totalement franche, c'est Israël et les Juifs qui là, m'interpellent plus. Parce que le problème, c'est que ce qui se passe dans la gauche mondiale, je pense, contribue considérablement à affaiblir les forces démocratiques en Israël. Alors, qu'on comprenne bien. S'il y avait eu Begin au pouvoir, Menachem Begin, je n'aurais pas du tout eu ce sentiment. Parce que Menachem Begin, qui était, comme vous le savez, qui a été un combattant forcené contre le pouvoir colonial des Britanniques, qui était un révisionniste convaincu, qui était un des dirigeants du Likoud, du Herut, Menachem Begin, pour moi, était entièrement dans les clous de la démocratie israélienne. Donc, je veux vraiment clarifier qu'il ne s'agit pas pour moi du tout de délégitimer la droite israélienne en tant que telle, loin de là. Mais il se passe quelque chose de très grave en Israël. Je ne sais pas à quel point on le voit, on le perçoit de l'extérieur. Et j'ai envie de dire, bon, si la démocratie disparaît en Hongrie et même aux États-Unis, bon, ces pays vont continuer à exister. Je m'inquiète pas trop pour eux, même si c'est tout à fait dommage. Mais c'est pas le cas d'Israël. Je ne suis pas. Israël a vitalement, viscéralement besoin de la démocratie. C'est pas un luxe pour Israël d'être démocrate. C'est pas du tout un luxe. C'est presque, j'ai envie de dire, sa condition de survie. Et la raison pour laquelle, pour moi, il faut impérativement transformer ce discours de gauche. C'est pour renforcer les forces démocratiques en Israël, parce qu'il n'y a que ces forces démocratiques qui sont en fait véritablement sûres. Aujourd'hui, force démocratique en Israël, ça veut dire sionisme. Et il faut bien comprendre qu'il y a deux formes d'antisionistes aujourd'hui. Enfin, pour moi, hein, je m'excuse de le dire de façon aussi abrupte. Il y a les antisionistes de gauche, ou d'extrême gauche, dont on a parlé. Et puis, il y a les antisionistes au pouvoir en Israël. Et moi, j'ai vraiment très à cœur de sauver le projet sioniste. Voilà. Donc, voilà, c'était pour dire que je partage votre analyse. Alors, il y avait peut-être juste un petit point.
sur lequel je n'étais pas entièrement aussi optimiste que vous, quand vous dites qu'il y a deux gauches, et que c'est vrai, vous avez raison, il y a deux gauches bien sûr, et puis il y a des gens qui se battent, mais quand on regarde les données de près, on voit qu'il y a une division générationnelle qui est très profonde. Et que les jeunes, aux États-Unis, il y avait une enquête qui avait été commissionnée par un institut juif et qui avait trouvé qu'un nombre absolument affolant de jeunes juifs étaient d'accord avec la phrase « Israël ne mérite pas d'exister ». Donc, des juifs, je parle de juifs. Et en fait, là, il se passe quelque chose, c'est que on a le sentiment qu'il y a toute une façon de penser, il y a tout un horizon de valeurs qui est en train de s'effondrer et de s'éclipser dans la nouvelle génération. Pour ça que donc il y a un fossé générationnel très fort. Et vous et moi, on se comprend tout à fait. Je pense qu'on a exactement les mêmes références et intellectuelles et morales. Ce n'est plus vrai du tout pour les moins de 30 ans qui vivent dans un autre monde. Pour moi, quasiment un monde alternatif. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre, mais il faut surtout se battre pour les jeunes générations qui, elles, me semblent... j'ai l'impression qu'il y a un vrai risque que ces générations détruisent quelque chose de fondamental dans notre capacité à réfléchir le présent. Merci. Est-ce que systématiquement d'accuser quelqu'un qui se dit antisioniste d'être un antisémite n'est pas une véritable fabrique d'antisémitisme? Je ne crois pas qu'en étant accroché au basque de Mélenchon, qu'on fera surgir une possibilité de reconstruire la social-démocratie. Si la social-démocratie ne renaît pas, c'est parce qu'il n'y a pas de projet audible. Et cette alliance contre nature rend confus le positionnement de ce que c'est qu'un socialiste. Donc c'est plutôt la rupture qui pourrait permettre la reconstruction autour d'un projet attractif qui donne envie, qui soit crédible et qui soit pas démagogue. Quand vous dites ce qui vous intéresse, c'est les Israéliens et le sionisme, on est en France, on est français. Et quant à moi de gauche, donc ce qui m'intéresse, c'est aussi et d'abord ce qui se passe ici. Le vrai danger, et je n'apprécie pas du tout, et je n'adhère pas à ce que dit Mélenchon, mais on sort de 2 périodes électorales, et le vrai danger, c'était pas Mélenchon, c'était Marine Le Pen. Et quand même, je trouve que les Juifs en France, ils ont vraiment tendance à oublier et à penser que Marine Le Pen est formidable. Et un dernier point, quand vous parlez des jeunes aux États-Unis, etc., je pense que malheureusement, ces jeunes juifs, ils sont transversaux dans le monde et on peut faire un pont avec les juifs israéliens et quand même leur comportement avec les Palestiniens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font dans les territoires occupés? On l'a vu ce matin, Bien. On en a entendu parler. Leur regard sur les Palestiniens, on peut se poser la question, est-ce qu'ils les regardent comme des êtres humains? Le seul point sur lequel j'aurais des choses à redire, c'est sur la temporalité. J'ai pas l'impression que le 8 octobre, il se soit passé tant de choses que ça. Et je me souviens moi-même d'avoir ressenti de la colère quand j'ai eu l'impression de voir beaucoup de juifs tomber de l'armoire et de s'apercevoir de tout ce qui était déjà présent dans la société, dans les idées. Le fait que le sionisme serve de cache-sexe à l'antisémitisme, le fait que les sionistes
n'était pas un propos géopolitique à l'époque, mais il suffisait d'écouter Soral du Donné pour savoir que les sionistes étaient partout, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux, dans votre lit, dans votre frigo, que le lobby sionisme était partout, que le Parti des indigènes de la République montait en essayant de se légitimer lui-même, en acquérant une forme de légitimité universitaire. Et cette rupture épistémique entre vous qui parlez et cette jeunesse que vous ne comprenez pas, moi j'ai le sentiment qu'elle n'a pas été aussi claire que ça, qu'elle s'est faite graduellement. Et pendant tout ce temps, j'attendais juste que des universitaires prennent la parole et pour se battre sur le terrain des idées. Et j'ai pas compris pourquoi ça n'a pas été le cas. Et du coup, je vous le demande très sincèrement, est-ce que c'est parce qu'on vivait dans des sphères très très différentes où vous pouviez avoir l'impression que c'était une forme d'antisystème qui lui-même était très cornerisé et qui n'était pas très méchant parce qu'il allait se défaire très vite, alors qu'on a vu à quel point il a pu se propager dans la jeunesse parce que personne n'a essayé de lutter sur le terrain académique. Pourquoi est-ce qu'à partir du 8 octobre ça vous a paru aussi évident, alors que je pense qu'on est beaucoup, dans ma génération en tout cas, à vivre cet énorme malaise parce qu'on voit les choses qui montent, et je pense pas que c'est en se répétant comme en mode méthode Coué, en se répétant qu'ils font que 10% et que donc ils sont pas dangereux, parce que ceux qui ont été politisés par Soral, aujourd'hui, ils sont à l'Assemblée nationale. Mais j'ai longtemps pensé ça, que c'était pas pareil, etc. Notamment parce que j'avais étudié un peu l'histoire du Bund, qui était pas sioniste, qui pensait qu'il fallait pas faire un État d'Israël et qu'il fallait essayer de vivre là où étaient les Juifs, quoi. Mais c'était avant la Shoah. Hein. Et seulement maintenant, je constate que être antisioniste, donc c'est penser que l'État d'Israël ne devrait pas exister finalement. Et c'est le seul État du monde qui est justiciable, selon ces gens-là, de cette opinion. Il n'y a pas d'autre État qu'on veut dissoudre, ça n'existe pas. Donc il y a vraiment une discrimination spéciale faite à l'égard de l'État juif en disant qu'il ne devrait pas exister. Personne ne dit un État chrétien, un État machin, ça n'existe pas. La Pologne doit exister, la Roumanie, le Venezuela, tout ça. Personne ne demande à ce que ces pays disparaissent. Je n'en vois pas. Donc c'est une discrimination suffisamment forte pour être rattachée à un préjugé anti-juif. Voilà, je pense que c'est ça pour moi c'est ça la réponse. Peut-être qu'elle n'est pas suffisante, hein, mais c'est la mienne. Alors sur LFI, mais ça dépend de ce qu'on appelle rompre, parce que oui, il faut rompre. Moi, je suis pour qu'il y ait une rupture programmatique, en tout cas, intellectuelle, militante, médiatique vis-à-vis des LFI. La seule question qui reste en discussion, c'est est-ce qu'il doit y avoir des accords électoraux de désistement réciproque ou de candidature unique dans certaines circonscriptions. C'est la seule chose. Pour tout le reste, je suis pour la rupture. Et effectivement, notre faiblesse à nous, sociodémocrates, c'est le projet, les idées, il y en a, hein, il y a des gens qui travaillent, y compris nous d'ailleurs, et on a beaucoup de projets. Mais c'est vrai que c'est un courant de pensée qui a du mal à s'exprimer, plus aujourd'hui qu'avant quand même. Vous voyez beaucoup de maires de grandes villes qui sont sociodémocrates qu'on entend. Vous voyez des personnages comme Cazeneuve, par exemple, on l'entend, on peut être contre ou pour, hein, c'est pas la question. Et donc ça commence à aller mieux. Mais c'est un processus, ça prend du temps. Et il faut y travailler, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Mais ça consiste à rompre quand même. Mais sachant que la question du désistement électoral se posera toujours. Alors, sur la question de la différence entre le sionisme et l'antisémitisme, je crois qu'il y a deux façons, grosso modo, de déterminer si un groupe est l'objet, disons, de discrimination raciale. La première méthode, qui est, je pense, la plus simple, c'est de regarder le cœur et l'esprit, hearts and minds. On regarde le cœur et l'esprit, on voit de la haine, en général, on l'exprime. Hein, c'est l'antisémitisme à la Hitler, à la Proudhon, etc. On est très clair sur le fait que les Juifs veulent détruire le monde et qu'on doit les détruire d'abord. Ensuite, on peut aussi, alors une variation de ça, c'est les biais inconscients. On va voir, par exemple, là, vous savez qu'il y a eu un sondage Ipsos récent qui a montré que les électeurs de LFI
quand on leur donne des phrases différentes, les juifs sont puissants, les juifs ne sont pas patriotes, enfin je ne sais plus quoi, donc il y a une majorité, il y a beaucoup plus de gens qui votent pour LFI qui correspondent au profil antisémite, qui ont des biais donc antisémites, que des gens qui votent pour Le Pen. Donc ça c'est quand même une nouveauté historique et dont je parlais aussi quand je parlais de grande confusion dans la reine idéologique. C'est aussi de ça que je voulais parler. Donc ça, disons, c'est l'approche cognitive et émotionnelle du racisme. Et donc, vous, ce que vous dites, et vous n'êtes pas le seul du tout à le dire, il y a beaucoup d'antisionistes qui sont de bonne foi. Hein, c'est des gens qui vraiment sont très gentils avec leurs voisins juifs, mais qui n'ont pas de haine du juif en tant que tel. D'accord ? Il y a une deuxième façon de déterminer les discriminations que moi j'aime beaucoup. C'est ce que la législation de la discrimination positive, Affirmative Action, aux États-Unis, a mis en place dans les années 70. C'est-à-dire que cette législation dit, nous on ne s'intéresse pas aux intentions. On s'intéresse juste à la question de savoir si un groupe est présent ou pas dans une organisation. Si on a 20% de African Americans dans la société américaine et que dans votre organisation il y a 1% de noirs, on va conclure que vous êtes raciste. Alors, si je prends ce deuxième critère et non pas le premier, moi j'ai bien envie qu'on me montre un autre pays dont on conteste le droit d'existence, dont on conteste le nationalisme. Regardez en Inde, les musulmans sont traités de façon atroce. Les musulmans qui, je ne sais pas, il doit y avoir 150 millions de musulmans en Inde, je ne sais plus, un chiffre phénoménal. Ils n'ont quasiment pas de représentation dans le Parlement. Il y a des pogroms contre les musulmans. Mais qui est-ce qui va contester à l'Inde le droit à l'existence? Personne. À la limite, je vois personne défiler dans les rues pour dénoncer ce genre de choses. Si Israël ou le sionisme, c'est le seul droit à l'autodétermination qu'on conteste, suivant la logique, encore une fois, de la deuxième logique, je suis obligée de me dire, il y a quelque chose qu'on applique aux juifs qu'on n'applique pas aux autres. Et juste pour revenir à la dame, vous avez dit quelque chose de très important. Mais oui, bien sûr qu'il se passe des choses terribles en Israël. Bien sûr, la guerre à Gaza on a utilisé une force disproportionnée. Il y a eu, comme malheureusement dans toutes les guerres, des crimes de guerre qui ont été faits. Bien entendu. Mais c'est très différent de dire ça et de diaboliser et de démoniser Israël. Israël, la situation du conflit israélo-palestinien, elle est unique en fait. Il n'y a pas d'autre. C'est le conflit le plus long du monde. C'est un conflit qui est extrêmement complexe parce qu'il y a des forces géopolitiques qui sont engagées dans ce conflit, qui sont extrêmement complexes. Les Palestiniens ont aussi, hélas, leur responsabilité dans ce qui se passe. Il y a une façon de parler des problèmes du conflit, des problèmes qui s'ensuivent à cause de ce conflit, mais qui ne diabolise pas ou démonise pas Israël. Or, c'est pas du tout comme ça qu'on parle d'Israël. On parle d'Israël comme d'un endroit qui est singulièrement et uniquement criminel, de façon unique dans le monde. C'est pas du tout le cas. Quand on regarde les génocides des Ouïghours, des Rohingyas, Darfour ou Rwanda, c'est bien pire ce qui s'est passé, bien pire. Donc on est forcé d'avoir le sentiment qu'on ne... En plus, c'est pas seulement qu'on traite pas Israël de la même façon qu'on traite les autres, c'est pas du tout ça. C'est que en utilisant les mauvaises catégories, c'est comme quand on a une maladie. Si vous n'utilisez pas le bon mot pour une maladie, vous n'arrivez pas à la guérir. En utilisant les mauvais mots et en ayant une arène idéologique aussi polluée par autant d'intentions qui sont peu avouables et respectables, et de biais et de stéréotypes, parce qu'on parle des Juifs, ben on va pas arriver à résoudre ce conflit. Donc, utiliser les bons mots, c'est extrêmement important dans l'arène idéologique. C'est ce que les intellectuels doivent faire. C'est s'acharner à utiliser les bons mots et à trouver les bons mots pour caractériser un événement et le conflit israélo-palestinien.
Merci. Merci. Merci.